pour appréhender correctement l'étude en régime variable du dipôle RC, je trouve qu'il est important de se rappeler les concepts importants voilà, du régime continu, puisque le dipôle RC en fin de terminale, d'accord, il est étudié en régime variable, d'accord, mais s'il est un régime variable, au départ, il y a un régime continu. Donc c'est voilà, ce que je voudrais rappeler ici. Considérons le dipôle résistance, le dipôle R, comme ceci. Si je veux étudier correctement donc ce dipôle R, donc ou n'importe quel dipôle électrique, d'accord, sur un schéma électrique, il faut avoir tout de suite l'habitude de donner un caractère algébrique au fil électrique. Alors, donner un caractère algébrique, c'est de se donner dès le début et de ne rien changer un sens arbitraire au courant électrique. Alors là, je l'ai choisi comme ceci. Et imaginons, je fais un instantané voilà, de ce qui se passe à l'intérieur de la résistance. Donc je suis en régime continu, donc je vais avoir un courant qui ne va pas changer au cours du temps, d'accord, comme ceci par exemple. Eh bien, je vais considérer que comme les deux flèches sont dans le même sens, c'est-à-dire que le courant qui rentre dans la résistance a le même sens que ce que j'ai donné comme convention, eh bien, je considérais que I est positif. La résistance étant un récepteur, eh bien, cette résistance va répondre à la norme d'une convention récepteur, d'accord? Donc, c'est-à-dire que on va avoir la tension à ces bornes comme ceci. Alors, on peut remarquer que j'ai écrit I et U en majuscule puisque nous sommes en régime continu. Alors, avec la convention récepteur, la résistance, enfin, la tension à ces bornes est dans un sens comme ceci, et le courant qui rentre dans la résistance est dans un autre sens. D'accord? Donc nous avons les deux flèches qui se font face comme ceci. Si c'était un autre cas, c'est-à-dire que si le courant sortait de la résistance comme ceci, donc j'aurais un courant négatif, puisqu'il irait dans le sens inverse du sens conventionnel que j'ai de façon arbitraire donné dès le début. Et donc j'aurais ici la tension U comme ceci. Voilà, donc ce sont des petites choses voilà, qu'il faut avoir en tête. En régime continu, les valeurs algébriques I et U ne changent pas, elles n'évoluent pas, elles ne dépendent pas du temps. Voilà, ça c'est très important. Et se rappeler aussi que quand nous avons des grandes lettres I et U, nous sommes en régime continu. Voilà. Comme en régime continu, en régime variable, je vais utiliser le dipôle résistance. Alors, il n'est pas encore donné de convention, je vais le faire tout de suite. Donc, une convention de sens, une convention arbitraire de sens. Donc, comme nous l'avons déjà vu, si le courant I se déplace comme ceci, je vais le considérer comme positif. Alors, le courant I, ici, je vais le donner avec une minuscule puisque nous sommes en régime variable. La résistance R peut être la considérer en convention récepteur. Donc, U, à ces bornes, va avoir cette forme-là. Donc, les deux flèches sont bien, les deux flèches rouges sont bien en sens inverse. Alors, il est voilà, conseillé, je veux dire, de s'habituer déjà à prendre en compte que I et U varient avec le temps. Nous sommes en régime variable, donc petit i et petit u ne sont pas constants, ils dépendent du temps. D'accord? Donc, dans l'enseignement supérieur, voilà, pour ceux d'entre vous qui vont voir un petit peu de physique, voilà, vous allez prendre l'habitude de mettre I de t et U de t. I et U dépendent de temps, dépendent du temps, sont des fonctions du temps. Donc une fois que l'on a noté ça, eh bien on va justement se concentrer sur ce que c'est que l'intensité. L'intensité d'un courant électrique. Alors l'intensité, c'est une définition, c'est un débit de charge. C'est une charge par unité de temps. Et on va essayer de le démontrer assez facilement ici. Considérons voilà comme un petit tuyau comme ceci, d'accord, avec une surface S. Voilà, ce petit tuyau, donc effectivement, c'est un fil électrique et des porteurs de charge, voilà, sont en train d'évoluer dans ce fil électrique sous l'effet d'un champ électrique. Alors, dans un fil de cuivre, ce sont les électrons. Si les électrons se déplacent comme ceci, eh bien, le courant électrique se déplace dans l'autre sens. Alors, nous sommes au laboratoire, on va déclencher le chronomètre, donc on va partir de t égale à 0 jusqu'à un instant t. Alors, à travers la surface S, il va donc se déplacer
la charge Q de T, entre 0 et T. Considérons maintenant plus tard que T, un petit instant, d'accord, entre T et delta T, donc un petit laps de temps, delta T. Alors, si on veut regarder la charge qui a traversé, donc le fil électrique, qui a traversé la surface S pendant ce petit laps de temps, donc voilà ce qu'il faut faire. T plus delta T moins Q de T. Et si on veut, comme je l'ai dit tout à l'heure, donner la signification, écrire la signification d'un débit, il faut donc diviser par delta T. Et là, nous avons donc le courant électrique. C'est vraiment donc sa définition. Or, si je fais tendre delta T vers 0 secondes, eh bien, on va pouvoir donc considérer que I est une dérivation, entre guillemets, c'est qu'on va avoir dQ sur dt. Donc, on fait tendre delta T vers 0, donc il va avoir comme conséquence que I va être égal à dQ sur dt. Alors, dQ sur dt, c'est bien le courant électrique qui est la dérivée par rapport au temps de la charge électrique qui circule dans le fil, donc à travers la surface S. Alors ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument avoir en tête, d'accord? Donc c'est le débit instantané de la charge électrique à travers la surface, comme ceci. Alors donc ça, c'est vraiment à prendre en compte, et on le verra, on l'utilisera assez souvent dans les relations liées au circuit RC, par exemple. Au laboratoire de physique, nous pouvons constituer facilement un condensateur plan. Donc les deux armatures qui se font face, avec une certaine distance petit d par exemple, d'accord, sont constituées de deux plaques métalliques, donc conductrices, souvent avec une forme d'un disque, d'accord, donc une forme circulaire. Alors la modélisation très simple, la voici, deux plaques voilà, qui se font face l'une l'autre, avec donc des fils qui partent de part et d'autre, donc nous avons affaire donc à un dipôle. Un dipôle sur lequel, enfin sur le fil de gauche ici, je donne une convention arbitraire de sens positif au courant électrique. Je peux nommer les armatures A et B. Et de là, nous pouvons donc faire une investigation sur les charges que vont supporter les armatures en fonction du courant qui arrive. Alors considérons un courant I comme ceci, I positif. Si I est dans ce sens-là, les électrons donc vont partir de l'armature A. Donc elle va se charger de façon positive. Donc là, on va pouvoir écrire que dQA sur dt est égal à I. Les électrons, donc on passe le détail sur le reste du circuit, les électrons vont arriver sur l'armature B, d'accord, qui va se charger de façon négative. Donc nous allons avoir moins dQB sur dt. Voilà, comme ceci. Alors, un dipôle voilà, qui a la capacité sous une tension, alors nous sommes en fonctionnement récepteur. Donc là, voilà, je vais avoir une tension comme ceci, UC. Donc sous l'effet d'une tension entre les deux armatures, si les deux armatures ont la capacité, entre guillemets, de se charger, d'accord, de recueillir et de conserver des charges électriques, donc là, ça relève du caractère capacitif du condensateur. Donc voilà ce qu'il faut vraiment retenir. Alors on peut, comme je l'ai verbalisé, voilà, il y a une capacité C, on peut dire que si I est positif comme ceci, si on appelle la charge de l'armature A Q, d'accord, donc on va voir Q est égal à C fois UC, comme ceci. Donc ça, on le reverra, et comme on l'a revu déjà dans différents exercices, voilà ce qu'il faut retenir pour la constitution assez simple, voilà, du condensateur, et de là, on va pouvoir faire des investigations voilà, sur les tensions, les intensités, en fonction des charges et des décharges du condensateur quand il est associé à une résistance. La capacité donc d'un condensateur est une donnée intrinsèque d'un condensateur. Alors, elle peut être calculable aussi vis-à-vis des données géométriques voilà, que possède le condensateur. Donc, rien de mieux qu'un schéma pour tout comprendre de façon correcte. Imaginons un condensateur plan, donc les deux armatures, donc les deux armatures conductrices voilà, se font face, avec une certaine distance d en mètres entre les deux.
Et voici une lettre S qui indique que les deux armatures ont une certaine surface. Eh bien, la capacité C de ce condensateur va être donnée comme ceci. Epsilon 0, epsilon R, S sur D. Alors, il est maintenant utile de rappeler ce que c'est. Donc S, la surface, D, la distance entre les armatures. Epsilon 0 et epsilon R, ce sont alors des données, d'accord, des données physiques qui vont être manipulées souvent dans le domaine électrique et électromagnétique pour les personnes qui vont faire un petit peu de physique, je le répète souvent, dans l'enseignement supérieur. Alors, le epsilon 0, c'est la permittivité diélectrique du vide. Alors, elle est égale à 8,85 10 puissance. Alors, ce sont des ordres de grandeur qu'il faut aussi connaître. Donc, farad mètre moins 1. Alors, il y a quelque chose aussi qui est assez significatif, donc je vais l'écrire quand même, c'est que 1 sur 4 pi epsilon 0 est égal à 8,99 10 puissance 9 newton mètre carré, voilà, coulomb moins 2. Alors, ces deux valeurs, voilà, on va sans doute pas les rencontrer très régulièrement, spécifiquement en terminale, mais pour avoir une idée, voilà, ce qu'on pourrait rencontrer en électricité, en électronique, en électromagnétisme, dans l'enseignement supérieur, c'est bien de les avoir un petit peu en tête. Et alors ici, le epsilon R, c'est la permittivité relative de l'isolant qui est sans unité, d'accord? C'est ce qu'on appelle relatif à l'isolant. Alors, c'est une permittivité, par exemple celle du vide, elle va être égale à 1. Donc là, je peux la noter aussi. ER du vide est égal à 1. Donc, c'est une donnée aussi significative à retenir. Moi, je trouve que c'est intéressant de les avoir en tête. Alors, vis-à-vis de la capacité de l'intensité ici et de la tension qui règne entre les deux armatures, il y a aussi quelque chose qu'il est important de relever. Nous avons en tête Q est égal à C fois U de C. Alors, qu'est-ce que ça nous apporte, ça? Ça nous apporte, en termes de connaissances, le fait que UC, aux bornes du condensateur, c'est une fonction continue du temps. D'accord? Ça, c'est très important à voir. D'accord? UC est une fonction continue du temps. Quand on veut rechercher maintenant, quand on calcule la dérivée temporelle de tous les membres, nous arrivons à ceci. Donc dc sur dt UC plus c d de UC sur dt. On se rend bien compte, au vu de ce qu'on vient de faire ici, c'est pour ça que c'est pédagogiquement important de le faire dans cet ordre-là, la dérivée de c par rapport au temps est nulle, puisque c'est une constante. Donc, nous n'avons plus que, ici, dq sur dt est égal à c duc sur dt. Or, dq sur dt, d'accord, c'est égal, enfin c'est un débit de charge par unité de temps, c'est égal à l'intensité. Donc je peux le mettre ici. I est égal à dq sur dt, donc c'est égal à c duc sur dt. Alors je vais l'écrire ici et je vais l'entourer. C'est très très important de savoir ça. Voilà. Donc nous avons la relation entre l'intensité, la capacité du condensateur et la tension aux bornes des armatures. En fait, qu'est-ce que ça nous indique, ceci? Eh bien, ça nous indique que le dipôle, si au laboratoire de physique, on regardait sur un oscilloscope, d'accord, on verrait que l'intensité est en avance de phase, d'accord, sur la tension. Voilà ce que ça nous indique. U et I ne sont pas en phase. Et le fait que I soit en avance de phase sur la tension, ça relève de son caractère capacitif à ce dipôle-là, d'accord? Donc, on peut considérer que I et U, petit u, ne sont pas en phase, d'accord? Ne sont pas en phase. En l'occurrence, le courant est en avance sur la tension, et ça implique bien, ça indique bien le fait, ça relève bien le caractère capacitif du condensateur.